Bonjour Claire Géronimi. Bonjour Timothée. Soyez la bienvenue, vous publiez Le Hall d'entrée. Pour eux, je n'avais pas le bon profil aux éditions Fayard. Vous revenez sur les 2 ans et demi qui se sont écoulés depuis le viol dont vous avez été victime dans votre hall d'immeuble à Paris par un homme qui était à l'époque sous OQTF, qui a été depuis condamné, 18 ans de prison et interdiction définitive d'ailleurs du territoire français. On va revenir sur ce procès qui a eu lieu il y a quelques mois et que vous racontez en détail dans ce livre. Je précise que vous avez depuis fondé votre association, ça s'appelle Éclat de Femmes, pour accompagner justement d'autres victimes de violences sexuelles. Vous êtes également engagée en politique, vous êtes vice-présidente du parti UDR d'Éric Ciotti. D'abord, ce procès avait rencontré au mois de septembre un fort écho médiatique. Vous aviez fait le choix de témoigner assez largement dans les médias à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous a poussé à de nouveau en parler, à écrire ce livre et à raconter très concrètement votre face-à-face lors du procès avec votre agresseur? Alors, ce livre, Le Hall d'entrée, c'est un manifeste pour toutes les femmes. C'est à la fois, je fais en ouverture le moment douloureux et fatidique que beaucoup de femmes peuvent ressentir au moment du procès, le moment où on revoit justement son agresseur après tant de temps, justement après l'agression. J'ai trouvé que c'était primordial de commencer par ce moment-là pour que le lecteur rentre tout de suite, on va dire, dans le vif du sujet. Et puis par la suite, il y a également toute la scène de mon agression que je décris, qui, je pense, permet de pouvoir poser des mots forts, parce que j'en ai beaucoup parlé dans les médias. Je pense que beaucoup de gens ont déjà entendu mon histoire, mais quand on le lit, c'est pas la même chose. On comprend vraiment ce que j'ai pu ressentir, l'état aussi l'état de dissociation que j'ai pu vivre pendant ces 30 minutes d'agression. Également le sentiment de mort qui m'a suivi pendant ces 30 minutes d'agression aussi. Et puis il y a aussi tout l'après. Ça, c'est vraiment la deuxième partie du livre. Donc tout l'après, la reconstruction, qui a été, à mon sens, primordial de mettre ça, en tout cas, et de coucher ça sur le papier. Et on va bien sûr parler justement de votre reconstruction parce que c'est très, très important, bien sûr. On a le sentiment d'ailleurs que dans cette reconstruction, il y a quelque chose qui agit comme un libérateur. C'est justement le fait de pouvoir en parler, le fait de pouvoir témoigner, justement, comme vous le faites, soit dans les médias, soit là, en l'occurrence, dans un livre. Oui, c'est sûr que l'aspect du point de vue personnel, de mon point de vue personnel, le fait d'en parler, c'était une nécessité pour moi. Depuis le début, depuis le premier jour, les premières minutes après mon agression, j'avais un besoin incommensurable de vouloir en parler. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de me censurer, beaucoup de médias également qui ont essayé de me censurer, beaucoup de féministes, de politiques qui ont essayé de me censurer, mais je n'ai pas lâché parce que mon message, je voulais le crier haut et fort, que les femmes sachent qu'elles n'étaient pas forcément en sécurité. Aujourd'hui, en France, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, en fait, on peut subir une agression, et c'était vraiment l'objectif principal d'en parler. Et à mon sens, je trouve que c'était important aussi de dénoncer ça dans le livre, toute cette problématique que j'ai pu avoir de tout simplement pouvoir évoquer tout ce passage média dans ce livre. Ouais. Oui, et vous parlez de censure de la part d'un certain nombre de médias, de politiques. Vous dites, c'est le sous-titre de votre livre, hein. Pour eux, je n'avais pas le bon profil. Pourquoi ? Pour eux, je n'avais pas le bon profil parce que y a beaucoup de féministes qui m'ont accusée de récupération politique, comme quoi j'étais également un montage de l'extrême droite. Vous savez, le premier média que j'ai fait, c'était celui de Cyril Hanouna. Et à la suite des publications qu'il y a pu avoir sur les réseaux sociaux, il y a eu énormément de commentaires de haine parce que je n'étais pas non plus forcément la bonne victime, parce que je n'avais pas pleuré sur les plateaux de télévision et que, encore une fois, comme je vous l'avais dit, j'étais un montage politique pour parler d'immigration, et d'insécurité. d'insécurité. Cependant, c'est ce que je déplore, et c'est malheureusement ces féministes qui ont un combat à géométrie variable. Et comment ça s'est manifesté justement, vous, dans votre cas ? Vous avez reçu des menaces, des intimidations, des moqueries également sur les réseaux ? Il y a eu beaucoup de moqueries, beaucoup de menaces directes, indirectes, que ce soit sur les commentaires. C'est quand même très dur quand on est jeté dans un grand bain comme ça, sur la sphère médiatique. D'un coup, en fait, on vous connaît parce que vous êtes la victime d'un homme sous OQTF. C'est assez dur déjà, d'une part, à vivre. Et en fait, on devrait recevoir que des messages de compréhension,
d'émotion, de désolation. Et malheureusement, ça n'a pas du tout été mon cas. J'étais la mauvaise victime qui parle d'immigration, mais en fait qui est un sujet qui est totalement factuel. Et c'est ce que je dénonçais. Et ça m'a énormément blessée. Et à l'intérieur, en fait, oui, j'en parlais énormément dans les médias, mais quand je rentrais chez moi et que je fermais la porte le soir, c'était beaucoup plus compliqué. Une grande solitude, vous dites d'ailleurs dans ce livre, l'indifférence tue deux fois. Comment l'avez-vous vécu justement ce passage effectivement où vous avez je crois sollicité des associations justement parce que vous aviez besoin d'aide et en fait on vous a fermé la porte. Malheureusement, oui, on m'a fermé la porte. J'ai contacté Anne-Cécile Meffer, dont on avait parlé justement sur votre plateau avec Marlène Schiappa. Oui. Anne-Cécile Meffer, qui est la présidente de la Fondation des femmes, que j'avais contactée 10 jours après mon agression. Sur LinkedIn, on était connectés ensemble sur ce réseau social. Elle ne m'a pas répondu, ou également d'autres associations féministes qui m'ont dit écoutez, allez voir une psychologue et merci, au revoir, parce que encore une fois, je n'étais pas la bonne victime, parce que je venais d'un milieu qui était un peu plus favorisé. Peut-être que si j'étais venue des quartiers qui étaient on va dire, moins élitiste, ça aurait été totalement différent. Et c'est ça qui m'a énormément dérangée. Je pense que peu importe d'où on vient, en fait, si on a envie d'être accompagné, si on a besoin d'aide, si on le demande, en fait, on doit accueillir justement ces victimes-là. Et c'est justement pour ça que j'ai créé l'association Éclat de Femmes, pour accompagner toutes les victimes. Vous avez le sentiment aujourd'hui peut-être d'incarner une autre voie justement du féminisme ? Totalement. Je pense que, en tout cas, j'essaye à mon humble échelle d'incarner cette voie du féminisme qui est transpartisan, qui accompagne toutes les victimes. Et une féministe qui, à mon sens, l'incarne très très bien, c'est Marlène Schiappa, qui justement a préfacé le hall d'entrée, donc cet ouvrage qui vient de sortir le 28 janvier. Marlène Schiappa est une figure qui m'a beaucoup aidée de l'aspect personnel et également d'un aspect beaucoup plus public. Oui, alors même que vous ne partagez pas les mêmes opinions Exactement. Politiques. Vous êtes engagée à l'UDR, elle a été ministre d'Emmanuel Macron pendant plusieurs années. Elle préface d'ailleurs ce livre avec un texte vraiment très, très sensible et on sent que vraiment ça lui tient à cœur et que vous avez noué, je ne sais pas, peut-être une amitié en tous les cas. Comment ça s'est passé justement avec Marlène Schiappa, cette relation, ce soutien en tout cas qu'elle vous a manifesté de manière vraiment particulièrement forte, et elle était venue d'ailleurs effectivement nous en parler ici dans Point de vue. Marlène Schiappa, je l'ai contactée au moment où j'étais totalement désespérée et que je n'arrivais à contacter aucun politique de notre gouvernement. À l'époque, c'était la ministre Bérangère Couillard et puis à la suite de ça, il y a également la ministre Aurore Bergé où les échanges ont pu être un peu tendus. Marlène Schiappa, je l'ai contactée 3 mois après mon agression. On s'est rejoints, d'ailleurs je le raconte dans mon livre, j'en fais un beau passage, parce que cette rencontre m'a énormément marquée, où j'ai revu on va dire que j'ai pu avoir un nouveau souffle d'espoir sur le féminisme. Et on s'est retrouvés dans un petit café dans le 14e arrondissement. Et elle m'a dit, mais Claire, écrivez un livre, il faut vraiment que vous écriviez pour dénoncer, parce que c'est bien d'en parler sur les plateaux télé, mais il faut également écrire. Donc c'est en partie grâce à elle aussi pourquoi aujourd'hui ce livre existe. Ça vous a presque... Vous êtes devenu amie en fait avec Marlène Schiappa suite à tout ce qui s'est passé. On s'entend très très bien, oui. Comment allez-vous depuis le procès justement de votre agresseur au mois de septembre? Il a donc été condamné assez lourdement, 18 ans de prison, interdiction définitive du territoire français. Est-ce que ça vous a aidé à franchir un cap dans votre reconstruction? Totalement. Quand on sait qu'il y a plus de 80% des plaintes qui sont classées sans suite, avec Mathilde, du coup, l'autre victime de mon agresseur, on a eu une chance vraiment incomparable du fait qu'il y a eu 18 ans de peine prononcée, une interdiction définitive du territoire. Le fait que l'histoire est reconnue par la justice, le fait que la justice ait été implacable, montre et renvoie quand même un message positif. Moi, je tiens vraiment à souligner que la justice a fait vraiment un travail remarquable. Encore une fois, il n'y avait pas de raison pour que ça ne soit pas. C'était un profil qui était quand même très dangereux. C'était une personne qui avait déjà eu 11 condamnations à son actif, 3 OQTF. Donc, il aurait été, je pense, malvenu qu'il ait une peine beaucoup plus légère. Mais ce que vous racontez dans ce livre, c'est que le fait d'avoir pu quelque part l'affronter, et vous racontez à un moment que vous êtes vraiment regardé les yeux dans les yeux, et là ça a été important, un moment important pour vous, parce que c'est lui qui a
qui a baissé le regard en fait à ce moment-là. Et exactement, c'est lui qui a baissé le regard pendant le procès. Mon objectif, c'était vraiment de lui montrer qu'il avait perdu et que moi j'avais gagné. Pendant 2 ans, j'ai pas pu nommer son nom et justement à la fin de la partie sur le procès, je dis enfin que je peux prononcer son nom, Jordi Koukara. Parce qu'effectivement, vous l'appelez l'ombre pendant toute la première partie de ce récit. Exactement, je l'appelle l'ombre, cette ombre qui nous suit, qui nous colle à la peau et qui ne veut pas nous lâcher, qui est intrusive et qui malheureusement ne veut pas s'enfuir. Et là, au moment du procès, le fait qu'il ait été condamné et que je sais qu'il va être derrière les barreaux et qu'il va être renvoyé du territoire change énormément la donne et c'est aussi un message d'espoir pour toutes les autres femmes qui peuvent avoir un procès plus tard. Oui, parce qu'effectivement, et vous en savez quelque chose avec votre association avec laquelle vous rencontrez beaucoup de femmes qui ont été victimes de ce type d'agression, eh bien, c'est que toutes n'ont malheureusement pas la chance, si je puis dire, avec évidemment des guillemets, de pouvoir se confronter à leur agresseur. Et vous, d'ailleurs, vous expliquez que vous avez également eu peut-être la chance d'avoir un procès finalement assez rapide. Il a fallu environ 2 ans, alors que la moyenne, c'est plutôt 4, 5, 6 ans. Est-ce que vous avez le sentiment d'être presque un cas isolé ? Oui, je pense qu'on est, avec Mathilde, on est un cas isolé. C'est vrai que 2 ans, c'est quand même très court. Quand on accompagne des victimes, nous, depuis 1 an avec l'association Éclat de Femmes, on voit que ça fait 5 ans, 10 ans, elles ont reconstruit leur vie, elles se sont mariées, elles ont eu des enfants. Je me souviens d'une jeune femme victime qui était enceinte et on lui a demandé d'aller confronter son agresseur alors qu'elle était à son 9e mois de grossesse. Ça, c'est des choses qui, à mon sens, ne devraient même pas être demandées. Et malheureusement, c'est ce que je déplore dans la justice qui croule sous les dossiers, qui même avec la création de cours criminelles départementales, en fait, n'arrive pas à désengorger justement ces tribunaux. Et c'est ça qui, malheureusement, est encore très problématique pour les victimes parce que c'est une épreuve supplémentaire. Moi, je me suis retrouvée vraiment presque au fond du trou au moment du procès. Enfin, ça a quand même été très dur de devoir revivre toutes les scènes, de devoir comprendre vraiment ce qui s'était passé, de devoir parler devant la justice. Il y a même des pièces à conviction qui sont sorties au moment du procès. Exactement, il y a des pièces à conviction. La lame qui a touché ma gorge, qui a coupé mon doigt, dont je ne me souvenais pas. Et d'un coup, comme ça, je le raconte dans le livre, je m'en souviens. C'est des moments qui sont quand même très traumatisants. Et malheureusement, ces femmes victimes ne sont pas accompagnées. Moi, j'ai réussi à pouvoir être accompagnée, mais nous, c'est ce qu'on fait avec l'association. On essaye de les accompagner d'un point de vue psychologique et juridique. Et vous posez cette question d'ailleurs dans le livre, faut-il commettre un crime pour être condamné sévèrement en France ? Et la réponse, hélas, vous saute cruellement aux yeux. Bien sûr, il faut commettre un crime. Malheureusement, j'adresse mon livre à Philippine, à Lola, qui aujourd'hui ne sont plus là. J'ai l'impression que pour condamner un agresseur, il faut 5, 10, 15 condamnations pour que, en fait, il y ait vraiment une justice qui soit implacable. Qu'est-ce qui vous touche le plus, qu'est-ce qui vous marque le plus justement dans cet engagement que vous avez aujourd'hui, dans tous les témoignages que vous recevez, j'imagine hélas quasi quotidiennement. Qu'est-ce qui vous fait avancer justement avec cet engagement ? Je pense qu'il y a vraiment 2 sujets. Nous on se bat pour que la justice soit plus rapide, qu'elle soit plus sévère également. Malheureusement, c'est quand même une grosse machine qu'il faudrait revoir depuis le début. Il y a également le sujet de l'abandon des victimes. Quand on dépose plainte, après, en fait, il n'y a plus rien. Et c'est ce que les victimes nous racontent, qu'elles sont plus du tout accompagnées, qu'elles sont lâchées dans la nature. Et il y a même beaucoup de burn-out, de suicide. Et c'est ça qu'on essaye de soutenir avec l'association. J'aurais bien voulu que cette association n'existe pas. Malheureusement, aujourd'hui, elle est obligée d'exister et j'espère qu'on arrive à accompagner ces 300 femmes depuis 1 an, qu'on arrive à les soutenir au maximum. Mais encore une fois, malheureusement, l'État ne met pas les moyens pour que ces femmes soient reconstruites. Est-ce que vous avez réussi justement dans certains cas pour peut-être essayer de terminer sur un message malgré tout d'espoir ? Est-ce que vous pouvez aujourd'hui témoigner de certains cas où là où l'État n'a, c'est ce que vous dites, pas fait son travail, grâce à des associations comme la vôtre, vous avez aidé justement des femmes, des victimes à se reconstruire ?
Bien sûr, et d'ailleurs dans mon livre, je donne la parole à 5 survivantes parce que sans elles, je pense que mon combat n'aurait pas de sens. C'est des femmes qui nous remercient de les accompagner. On essaye de mettre à disposition un maximum de moyens pour qu'elles puissent se reconstruire. On a également aussi des conversations WhatsApp entre femmes, elles arrivent également à échanger. En fait, je trouve que créer un cercle bienveillant comme ça, c'est très important, et on organise aussi des événements pour ces femmes, notamment le 14 février prochain. On fait un événement pour une quinzaine de femmes victimes, et pour qu'elles puissent retrouver le temps d'un week-end en dehors de Paris. Et ça, c'est primordial, et je pense que c'est la chose la plus belle qu'on puisse voir accomplir en tout cas. Merci Claire Geronimi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le hall d'entrée pour eux, je n'avais pas le bon profil, aux éditions Fayard, récit intime, récit engagé justement de votre combat face à votre agresseur, et puis également de cet engagement donc que vous portez dans votre association Éclat de femmes. Merci beaucoup pour votre témoignage, merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Point de vue revient bien sûr demain à midi, ce sera avec Vincent Roux. Excellent après-midi à tous.